Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. À quoi ressemblerait notre assiette si le commerce international n'existait pas? Cette question, nous nous la sommes posée en conférence de rédaction autour d'un petit déjeuner. Et nous avons commencé à lister ce à quoi il nous faudrait renoncer. Adieu fruits exotiques, café, thé, chocolat. Une prise de conscience amère pour notre collègue anglophone. Pour moi, le petit déjeuner, c'est 99 fois sur 100. C'est un petit morceau de chocolat et un café. Tout et assez, oui. Que ça le matin? Ah que oui, ça le matin. Alors s'il n'y avait pas de commerce international, tu n'aurais ni ton chocolat, ni ton café. Voilà. Certes, notre empreinte carbone alimentaire en serait nettement améliorée. À l'heure du dérèglement climatique, quel avenir pour le commerce international? Aujourd'hui, nous allons parler d'import-export et de l'arbitre qui facilite et régule ces échanges, l'Organisation mondiale du commerce. Oui, l'OMC, celle-là même qui, en 1999 à Seattle, déchaînait contre elle les passions de quelques 40 000 altermondialistes. Une piqûre de rappel démocratique pour la jeune institution née 4 ans plus tôt. Sa 3e conférence ministérielle s'achevait alors sans parvenir à rapprocher Américains et Européens sur la question des subventions aux exportations agricoles. Bref, un véritable fiasco. L'OMC a pourtant survécu, non sans mal. 22 ans plus tard, ses 164 membres se retrouvent à Genève, en Suisse, pour leur 12e conférence ministérielle. Et une fois de plus, le dossier agricole cristallise les tensions. Quels enjeux pour l'agriculture européenne? Quels sont les sujets de contentieux? Comment les surmonter? On en parle dans ce 9e numéro de Nourrir l'Europe. L'Union européenne est le premier exportateur mondial de denrées agroalimentaires. J'ai choisi de m'intéresser au lait. Ce classique de nos petits déjeuners en Europe est de plus en plus consommé sur les autres continents. Ça tombe bien, nous en produisons beaucoup. Direction le Luxembourg, donc, pour en discuter avec des acteurs du secteur. Paul Ludgen, bonjour. Merci d'être venu. Bienvenue à Luxlait. Paul Ludgen est responsable du marketing de Luxlait, une coopérative laitière qui regroupe 330 producteurs. La coopérative arbore fièrement ses 125 printemps sur un site dernier cri où se côtoient robots et panneaux solaires. On se trouve au Rost, près de Mersch. On a choisi cet emplacement il y a 10 ans quand on a construit notre nouvelle usine parce qu'elle est vraiment très centrale et qu'on a des fermiers dans tout le pays. Je vous amène à une petite visite de notre usine. Voilà, là on va en production. Il faudra juste se désinfecter les mains, s'il vous plaît. Il y a environ un demi-million de litres de lait qui arrivent chaque jour chez nous, qu'on transforme dans tous nos produits, du beurre, de la crème, des yaourts, etc. Une grande partie de notre production est automatisée. Dès le moment où on met le lait dans la bouteille, jusqu'au moment où la palette arrive dans la chambre froide, est automatisée. Et nous avon partout des zones de tampons où en fait, s'il y a un petit problème, on peut résoudre le problème sans que les autres machines doivent s'arrêter. Parce que les machines, elles ne peuvent pas tomber malades, mais elles peuvent tomber en panne, c'est ça? Voilà, les machines, bien sûr, peuvent toujours tomber en panne. Ça n'arrive pas tellement souvent, mais ça peut bien sûr toujours arriver. On fait par jour à peu près 1500 analyses. C'est quand même énorme, et tout pour garantir la meilleure qualité de nos produits. Ici, on est dans la partie du conditionnement. Tous nos emballages ont plusieurs langues dessus
pour qu'on puisse utiliser le même emballage à l'export, notamment le français, l'allemand, le néerlandais et encore l'anglais. Car Luxley exporte plus de la moitié de sa production. Pour comprendre pourquoi, je rejoins Gilles Gérard, directeur général de Luxley, dans une salle de réunion au calme. Bonjour, bienvenue chez Luxley. Gilles Gérard a tout d'abord à cœur de clarifier un point important au sujet de son pays, le Luxembourg. Si vous dites aujourd'hui à quelqu'un à quoi ça vous fait penser, le Luxembourg, on va vous dire aux banques, aux assurances, les fonds. Mais le Luxembourg, c'est d'abord un pays d'agriculteurs. Et aujourd'hui, à Luxembourg, on a quand même 400 millions de litres de lait, ce qui est quand même assez important pour un tout petit pays. Et donc, on a une vraie problématique de surplus de lait sur le pays. Donc, on exporte, en fait, enfin, on n'a pas le choix que d'exporter. Luxley exporte 65% de ses produits finis. Et ces exportations, en fait, elles augmentent chaque année. Hors UE, c'est principalement Chine et pays africains. Le phénomène remonte à l'abolition des quotas laitiers en 2015. Depuis, en fait, la fin des quotas laitiers, les quantités de lait livrées par nos agriculteurs ont augmenté de plus de 35%. Donc, il faut forcément trouver des marchés à l'export. C'est une tâche qui est vraiment difficile. Les marchés sont très concurrentiels et de surcroît, ces problématiques sont les mêmes en fait pour tous les acteurs dans l'agroalimentaire. Alors, quand je lui demande ce qu'il attend de l'Union européenne lors des négociations à l'OMC, Gilles Gérard n'a pas la langue dans sa poche. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je suis pour que l'Union européenne en fait impose des règles communes au niveau mondial. Je m'explique. On nous demande beaucoup de choses sur le respect de l'environnement, le bien-être animal, la durabilité. Je trouve ça très très bien, mais ça apporte beaucoup de contraintes et forcément des coûts pour l'entreprise. Et de ce fait, on va forcément devenir moins concurrentiel. Et je pense que ces réglementations-là, elles devraient être mondiales et pas européennes. Parce que si la Chine a en plus des subventions et peut introduire des produits sans avoir ces contraintes que nous avons, ça risque d'être une catastrophe. Donc il y a une vraie mission de l'Union européenne vis-à-vis du monde entier pour promouvoir ces réglementations également, ou en tout cas obliger les autres pays à être au même niveau que les entreprises en Europe. L'Union européenne a, il est vrai, les critères les plus stricts au monde dans le domaine agroalimentaire. Peut-elle pour autant les imposer à ses partenaires commerciaux de l'OMC ? Jean-Marie Pogam est directeur général adjoint de l'OMC. Il a trouvé une petite place dans un agenda très chargé à l'approche de la conférence ministérielle pour répondre à cette question et à beaucoup d'autres. Bonjour Jean-Marie Pogam, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation. Que répondez-vous à ces entreprises européennes qui aimeraient que le reste du monde s'aligne sur les standards européens ? On entend encore beaucoup de critiques contre l'Union européenne sur le degré de transparence qu'elle a dans la formulation de ces standards internationaux. Peut-elle les protéger ? Oui, puisqu'elle est souveraine sur son territoire, donc à l'entrée, des produits qui ne sont pas conformes à ces normes sanitaires ne peuvent pas rentrer. Est-ce que les pays tiers considèrent que ce niveau d'exigence est compatible avec soit la science, soit leurs propres besoins commerciaux ? Non. Est-ce qu'elle peut les imposer à d'autres ? Non. Par contre, elle peut les promouvoir en démontrant la valeur. Comment est perçue l'Union européenne par ses partenaires de l'OMC sur ces sujets ? Est-elle écoutée ? La perception me paraît beaucoup plus saine qu'il y a une vingtaine d'années où l'Europe était perçue comme extrêmement protectionniste et il y a un impact très négatif sur les pays en développement. Aujourd'hui, l'Europe a éliminé ces subventions aux exportations, qui était quand même la première chose qui, vous rappelez sans doute les exemples du poulet congelé qui arrivait moins cher à Bamako que le poulet local. Ça, c'était quand même une image très négative pour l'Europe en tant que perturbateur des marchés locaux et donc des logiques de développement. Ça, c'est fini. Là où l'Europe est toujours considérée comme protectionniste et défensive, c'est sur les droits de douane qui demeurent très élevés parce qu'en fait, cette dynamique de libéralisation des marchés agricoles et des marchés industriels aussi d'ailleurs, elle est plutôt passée par les accords bilatéraux dans les dernières années. Comme l'OMC a été bloqué, pour répondre à votre question, l'Europe est vue comme une puissance constructive dans tous les domaines. L'Europe est surveillée dans son comportement agricole, mais elle est beaucoup moins critiquée que par le passé. Vous le dites vous-même, l'OMC traverse une crise, notamment dans son rôle d'arbitre.
puisque les États-Unis ont décidé de ne pas renouveler les juges de l'instance de règlement des différends commerciaux entre États. Sur le volet des subventions à l'agriculture, les négociations entre l'Union européenne et les pays tiers sont au point mort. La 12e conférence ministérielle peut-elle permettre de sortir de cette paralysie ? Le problème de base, il est connu. Il y a dans les subventions agricoles des subventions qui sont plus distorsives du marché parce qu'elles touchent au prix, et d'autres qui sont moins distorsives du marché parce qu'elles servent du revenu aux producteurs, mais elles ne touchent ni au prix ni aux quantités. Le but, c'est de réformer celles qui sont le plus distorsives au marché, parce que c'est celles qui font mal au commerce des pays tiers. Alors là-dessus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est la ligne à poursuivre. Maintenant, beaucoup de pays en développement veulent avoir une marge de manœuvre pour faire des achats à prix administré, pour pouvoir juste nourrir la population en cas de pandémie. Ça doit passer par une espèce d'exception pour les programmes de sécurité alimentaire. Deuxième problème, cet accord sur les subventions, il a été conclu en 1994 avec l'Uruguay Round, et il reflète l'état du monde de l'époque. À l'époque, les pays développés subventionnaient assez massivement, et donc ont des droits à subventions qui sont très importants. Les pays en développement n'en ont pas beaucoup parce qu'ils subventionnaient pas à l'époque. Or, ils se sont développés, ils veulent pouvoir soutenir leur agriculture, donc on est un peu bloqué. Je crois qu'il faut vraiment aborder cette réunion ministérielle avec des ambitions assez réalistes. En matière agricole, on espère avoir un programme de travail ambitieux, mais on ne va pas conclure une réduction des subventions agricoles à la réunion ministérielle. Question très importante pour ce podcast. De quoi se compose votre petit déjeuner, Jean-Marie Pogam ? Écoutez, le mien reste très continental, on ne peut pas changer complètement ses habitudes culturelles à mon âge avancé déjà. Un peu de pain local, un laitage qui doit être également européen d'origine. Alors le café ou le thé, ça dépend des jours, là évidemment sont plus exotiques. Et puis les fruits, ça dépend des saisons. Voilà de quoi se compose mon petit déjeuner. C'est vrai que le commerce est présent dedans. Le lait européen trouve également sa place à la table matinale de John Clarke. Le directeur aux affaires internationales à la DG Agri de la Commission européenne reconnaît un penchant pour les classiques céréales, mais a récemment développé un goût prononcé pour le double espresso à la faveur d'un séjour linguistique en Italie. Bonjour John Clarke et merci de nous rejoindre dans ce studio. Quel va être votre cheval de bataille à Genève en tant que négociateur des 27 sur l'agriculture ? La question au cœur des négociations est celle de la réduction des subventions agricoles qui faussent les échanges. C'est l'élément de négociation le plus important et sur ce point, l'UE a bien sûr réformé en profondeur ses subventions agricoles au cours des 20 dernières années. La quasi-totalité des aides que nous octroyons par le biais de la PAC ne fausse pas les échanges. Elle améliore directement les revenus des agriculteurs et n'ont aucun impact sur les prix ou la production. Nous avons donc réformé notre système. D'autres sont allés dans le sens opposé. Au cours des dernières années, nous avons vu l'Inde, la Chine et plus récemment les États-Unis dépenser des dizaines de milliards de dollars en subventions agricoles qui faussent les échanges, générant des distorsions sur les marchés mondiaux, faussent les prix et augmentent en fait l'insécurité alimentaire pour d'autres pays. L'OMC est en crise, l'Union européenne a privilégié les accords bilatéraux ces dernières années, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le 6e numéro de ce podcast. Les accords commerciaux multilatéraux ont-ils encore un avenir selon vous ? Ignorer l'OMC, c'est très à la mode. C'est ce que nous faisons année après année, depuis plusieurs années. Mais considérons la situation avec plus de modération. Je pense que les 2 dernières années nous ont montré à nous tous, membres de l'OMC, avec la récession, avec le Covid, avec l'augmentation de la pauvreté, l'insécurité alimentaire, que nous devons travailler ensemble au niveau multilatéral, collectivement, pour réellement induire des changements bénéfiques. Et bien sûr, les États-Unis font maintenant leur retour en tant qu'acteurs multilatéral sérieux, ce qu'ils n'étaient pas, vous savez, pendant la période Trump. Alors je pense que nous abordons tous la conférence ministérielle avec une réelle volonté de réussir, de remettre l'OMC sur pied et de démontrer que le multilatéralisme vaut la peine de se battre. Votre alter ego à la Direction générale du commerce est également avec nous en studio. Bonjour Ignacio Garcia Bercero et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous sur la réunion ministérielle de l'OMC. Je vais commencer par la question cruciale que nous posons à tous nos invités. De quoi se compose votre petit déjeuner version OMC ?
Il y a un petit déjeuner très modeste, il y a un thé et un toast avec du beurre. Et je crois que la bière vient de l'Irlande. Et je crois que le thé, c'est un thé que j'imagine que ce n'est pas produit dans le Royaume-Uni, non. Possiblement en Inde. Est-ce que vos attentes en termes de résultats des négociations à l'OMC sont aussi modestes que votre petit déjeuner ? Nous sommes réalistes. C'est pour ça qu'il faut modérer un peu les expectatives de ce qui est possible dans la conférence ministérielle de l'OMC. Pour le moment, il y a beaucoup d'incertitudes et je crois qu'il faut aussi être préparé à un résultat qui serait peut-être pas si positif que ça, mais que quand même, j'espère, mettre l'OMC dans la bonne route pour une réforme. Première chose, dans la condition actuelle de la pandémie, une déclaration ministérielle sur la façon où la OMC répond à la crise de la santé, c'est très important. C'est sans doute un résultat important qu'il faut s'attendre de cette ministérielle. Si on peut arriver à la conclusion d'un accord qui établisse les disciplines en matière de subventions pour le secteur de la pêche, c'est encore quelque chose de très important. Et il faudrait aussi qu'il y ait un processus qui s'entame pour la réforme institutionnelle de l'OMC, y inclut pour la réforme du système de règlement différents et aussi pour la réforme agricole, centrée sur les questions liées aux subventions. Ça serait, je crois, un résultat très positif de cette ministérielle. Quels sont les atouts de l'Union européenne dans ces négociations ? Dans toute négociation multilatérale de l'OMC, l'Union européenne, c'est un des grands pouvoirs. Ça, c'est, il n'y a aucun doute. Nous essayons toujours de prendre des positions qui devraient pouvoir conduire à un accord multilatéral. C'est pour ça que je crois que la position de l'Union européenne dans les différentes négociations à Genève est toujours très, très appréciée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujets dans lesquels on a des différences, mais je crois que tout le monde reconnaît que l'Union européenne est très engagée à s'assurer qu'il y ait une réunion ministérielle qui soit un succès. Bon, c'est clair que le fait que l'Union européenne c'est un processus continu de négociation nous met dans une bonne position lorsqu'il s'agit de négocier des règles au niveau multilatéral ou au niveau bilatéral. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait favoriser le compromis à l'OMC ? Nous pensons qu'il faut qu'il y ait plus de flexibilité à l'OMC pour la négociation des accords plurilatéraux. Il ne faut pas s'attendre que toujours tous les pays doivent être d'accord pour avoir un résultat. Il doit y avoir la possibilité aussi d'avoir des accords à géométrie variable, si vous voulez. Merci beaucoup, Ignacio García Bercero. Merci à vous. Alors demain matin, quand vous prendrez votre petit déjeuner, demandez-vous d'où vient ce café, ce thé, ce jus d'orange. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Dans le prochain épisode de Nourrir l'Europe, on s'intéressera à notre sécurité alimentaire. Quelle stratégie pour l'assurer en cas de crise ? D'ici là, portez-vous bien et mangez en pleine conscience. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.